novembre 1936, Suzanne Garola est retrouvée morte dans le compartiment du train rapide 759, voyageant entre Strasbourg et Vintimille. Si les enquêteurs penchent d'abord pour un crime crapuleux, ils sont bien obligés de se rendre à l'évidence. À part un peu d'argent qui a disparu de son portefeuille, rien ne porte à le croire. Puis, ils se tournent vers le crime passionnel, sûrement perpétré par un proche, un amant éconduit peut-être. Mais encore une fois, ils font chou blanc et abandonnent. Finalement, c'est le contrôleur du train cette nuit-là, Marius Vérac, qui est arrêté, sans vraiment de preuves tangibles, mais avec énormément de suspicions concernant ses agissements, son attitude et son absence d'alibi. Malgré la campagne médiatique qui soutient Vérac et demande sa libération devant l'absence de preuves, il est pour l'instant toujours sous les verrous. Une amie très proche de la victime va alors, sans trop s'en rendre compte, relancer complètement l'affaire sur une piste à laquelle on n'avait pas pensé. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés du Rapide 759. Cette amie de Suzanne Garola, c'est Marie Manicot, une jeune femme qui a travaillé d'abord dans la confiserie de la Mère à Nice, puis a pris sa place comme toute première vendeuse dans la boutique de Cannes sous les ordres de Suzanne. C'est, dit-on, son amie la plus intime. Elle révèle aux enquêteurs quelques informations sur l'emploi du temps de Suzanne ces derniers mois. Elle balance notamment que sa patronne a pris des jours de congé en juin et en juillet cette année 1936. 8 jours en tout, et que clairement, à part elle, pas grand monde ne sait où elle est allée. En fouillant un peu, d'après les dires de la copine, les flics font finalement une descente dans un hôtel de Toulon, le Mirabeau. Là, le gérant à l'accueil leur apprend qu'il connaît bien la femme sur la photo qu'il leur montre, qu'elle descendait très souvent dans son hôtel, toujours seule, mais qu'elle ne s'appelait pas du tout Garola. Évidemment, il tombe un peu des nues, mais de suite, le gérant donne son nom, et on se rend compte que c'est son nom de jeune fille, Suzanne Michel. Pourquoi Suzanne descendait-elle dans un hôtel à Toulon, loin de chez elle, et seule de surcroît en donnant un autre nom que le sien ? Ça ressemble quand même fort à quelqu'un qui ne veut pas se faire repérer. Le gérant donne d'autres informations plutôt intéressantes. D'après Suzanne, quand elle était à Toulon, elle avait rendez-vous avec son beau-frère pour des raisons professionnelles. Il dit qu'elle était en business avec lui. On se demande un peu pourquoi elle a pris tant de précautions en donnant son nom de jeune fille. Et ça sent plutôt un peu la coucherie secrète, non ? Certains journalistes, un peu trop crédules, émettent l'hypothèse que le beau-frère pourrait être monté dans le train avec Suzanne après qu'elle s'y soit installée et qu'il l'aurait tuée. Mais c'est peu fondé, ça impliquerait qu'ils aient eu peut-être une liaison et que le père de celui-ci, présent le soir du dépôt de Suzanne à la gare de Lyon-Perrache, soit reparti seul, sans broncher. Peu probable, mais c'est une piste très romanesque, je vous l'accorde. Un témoignage viendrait peut-être corroborer tout ça d'ailleurs, c'est celui de Maurice. Un homme qui affirme avoir vu l'assassin de Garola, car il voyage souvent entre Lyon et Marseille, où il réside, et qu'il est monté dans le même wagon qu'elle ce 15 novembre 1936. Il a voulu se rapprocher d'elle, car elle était très belle et a attendu que le train passe en gare de Valence pour se diriger vers son compartiment. Mais quand il est arrivé à sa hauteur, il a remarqué un homme d'une trentaine d'années, brun, petit, assis en face d'elle, et ils discutaient amicalement. 3 soldats en permission, voyageant dans le compartiment d'à côté, confirment la présence de l'homme. Ensuite, à Avignon, Maurice a voulu jeter un nouveau coup d'œil dans le compartiment, mais tout était fermé et éteint. Il pense alors sûrement, à juste titre, que tout le monde dort, et il va faire de même. Il descend à Marseille, à 4h22, sans se retourner. Et il découvre la triste photo de Suzanne dans la presse. Alors oui, l'homme en face de Suzanne pourrait être son beau-frère. C'est possible. Peut-être que certains d'entre vous ont envie d'y croire. Malheureusement, je ne peux pas trop vous laisser espérer parce que cette piste n'a jamais été prouvée. En revanche, on entend quand même le beau-frère, bien sûr. Et lui explique que depuis quelque temps, Suzanne était vraiment sur ses gardes, très peureuse. Évidemment, il y a cette histoire de cambriolage à la confiserie qui l'avait choquée, mais pas que. D'abord, il y a une lettre datée du 29 octobre qu'elle a emportée avec elle et qu'on retrouve dans les affaires de toilette de la victime et qui confirme qu'elle était aussi très superstitieuse et même un peu adepte d'astrologie et de certaines pratiques occultes. Elle consultait régulièrement, chaque fois qu'elle se rendait à Paris, une sorte de voyant appelé Sirma, et dans ce courrier, l'homme lui dit bien de le consulter à nouveau pour toute décision et de ne pas hésiter à faire confiance à ses directives et à ce qu'il a prédit, car dans le passé, il ne s'était jamais trompé.
Ensuite, le beau-frère témoigne de l'attitude peureuse de Suzanne le soir même de son départ de Lyon. Elle avait rêvé quelques jours avant qu'on l'assassinait. Mauvais présage ou seulement un rêve, comme on en a tous, elle ne le sait pas, mais ça la conforte dans son idée qu'on lui veut du mal. Lorsqu'ils attendent tous les trois le train à Lyon-Perrache, elle voit sur le quai 6 ou 7 individus qui ne lui inspirent pas confiance, dit-elle. Ça lui fait peur. Elle a un mauvais pressentiment, alors elle demande à son beau-frère de lui trouver un compartiment, seul, où elle sera tranquille, ce qu'il fait. En fait, l'enquête révélera que ces individus n'étaient que des chômeurs espagnols et arabes qui ont été recrutés pour aller combattre sur le front gouvernemental en terre espagnole. Ils n'étaient pas méchants, bien qu'un peu rustres, et ils sont tous descendus en gare de Tarascon pour être ensuite expédiés en Catalogne, comme de la chair à canon. Un autre témoignage, celui d'un industriel présent sur le quai le 14 au soir à Lyon, parle de l'homme grisonnant qui est monté dans le wagon de Garola. Il dira même qu'en le voyant, elle a eu comme un geste de surprise. Le connaissait-elle ? On pense du coup que son appréhension et sa peur de monter dans le train étaient peut-être plus liées à cet homme plutôt qu'au groupe d'Espagnols. Mais encore une fois, ça ne tient pas longtemps. Face aux nombreuses dépositions, soit qui ne font pas avancer l'affaire, soit qui sont en faveur du contrôleur, la justice n'a plus le choix que de libérer Marius Vérac sous conditionnel. Et là, il ne se passe plus rien, pendant 10 ans. En 10 ans, l'affaire n'est pas vraiment classée, mais juste oubliée dans le tiroir métallique d'un poste de police. Dans ce dossier, il y a tout de même quelques conclusions maintenant dont on est à peu près certain à ce stade. Les voici. D'abord, la mort de Suzanne Garola n'est pas accidentelle. Cette piste était intéressante uniquement pour accuser le contrôleur Marius Vérac, qui se serait soi-disant adonné à des pratiques un peu spéciales devant le corps de cette femme endormie. En effet, le cache-nez a été serré tellement fort qu'il aurait suffi à étrangler Suzanne. Et c'est un peu le coup de théâtre, car le légiste revient sur la cause de la mort, qui aurait été l'asphyxie, en expliquant que la mort a été provoquée par strangulation. Donc Garola a été assassiné, et pas juste endormi. Ensuite, le crime a été prémédité, c'est une certitude. C'est pas par hasard qu'on monte dans un train avec du chlorure d'éthyle dans son baluchon, un bâillon et des chaînes. A priori, le ou les assassins traînaient dans les milieux où on connaissait les narcotiques, donc globalement, soit des dentistes, soit des drogués. Les pressentiments de Suzanne en partant de Lyon et sa réticence à voyager dans ce train laissent penser qu'elle était peut-être chargée d'une mission qu'elle savait dangereuse, ou qu'elle a reconnu quelqu'un sur le quai dont elle avait peur. De plus, on sait par le témoignage d'un surveillant du train qu'il y avait au moins 2 personnes par compartiment, et ce, dans chaque compartiment au départ de Lyon. Suzanne n'était donc pas seule. Le crime semble avoir été maquillé. Les chaînes ont été nouées post-mortem, d'après le médecin légiste. Et apparemment, Suzanne ne s'est débattue à aucun moment. Puis, il y a la valise vide qu'on a retrouvée dans le compartiment de Suzanne, et qui appartenait sûrement à l'assassin qui s'en est servi pour transporter les chaînes, le bâillon et le chlorure d'éthyle. Voilà tout ce que l'on sait, en 1946, de ce drame qui a eu lieu 10 ans plus tôt. La thèse du voleur-assassin est toujours celle privilégiée par l'entourage de Suzanne Garola, car tous ses proches répètent qu'il n'y avait rien dans la vie privée ou même sentimentale de cette femme qui laissait penser qu'on pouvait vouloir la supprimer. Pourtant, 12 jours après le drame, le 27 novembre 1936, une femme est entendue par le commissaire Petit, et ce témoignage, que je trouve pourtant important, n'a jamais pesé dans la balance. Je vous le lis pour que vous vous fassiez un avis aussi. Elle dit: j'ai connu Madame Garola qui, en 1933, m'a fait quelques confidences. À ce moment-là, elle m'a dit qu'elle avait souvent des rendez-vous à Toulon. Je ne pense pas que ces rendez-vous aient été des rendez-vous d'amour, car Madame Garola m'a dit qu'elle était en affaire avec 2 personnes, mais ne m'a pas précisé ce qu'étaient ces affaires. J'ai l'impression qu'elle n'avait pas pris certaines résolutions concernant sa vie personnelle, parce qu'elle craignait quelqu'un. J'ai senti qu'il y avait dans la vie de Madame Garola une appréhension que je n'ai pas pu définir. Je pense qu'on a dû se servir d'elle pour des affaires plus ou moins secrètes et qu'elle craignait des représailles. Et voilà une piste qui s'évanouit à nouveau car on ne l'a pas creusée plus que ça. Et en disant ils ont d'autres chats à fouetter les flics et puis la Seconde Guerre mondiale est aussi passée par là, ne l'oublions pas.
J'ai cru pendant quelques jours que cette histoire serait un cold case et je connais ma frustration ainsi que la vôtre pour ces affaires non résolues, mystérieuses certes, mais qui nous laissent sur notre faim. Je l'ai cru jusqu'à ce que je tombe sur une autre source en faisant des recherches sur les 15 années qui ont suivi 1936. C'est là que j'ai dégoté notamment toutes les informations que je viens de vous livrer, mais aussi que j'ai trouvé le dénouement de cette affaire. Et pour ça, il a fallu pousser jusqu'en 1948. C'est en juin 1948 que le commissaire Massu, qui s'était cassé les dents sur la fameuse affaire Garola, prend sa retraite. Et comme il en est de rigueur, il prend tous ses petits dossiers, y compris les affaires non résolues ou classées sans suite, et il les donne à son successeur en lui disant « Si tu réussis, ce sera un beau succès pour toi ». À première vue, c'est pas très sympa de lui laisser tout ça dans les mains, mais quand même, il lui donne quelques informations de dernière minute. Le successeur écoute attentivement et apprend alors que tout récemment, évadée de la prison de la Roquette, une prostituée qui habite Belleville fréquente avec un dénommé Raymond. Pour lui, ce sont eux les auteurs du crime du Rapide 759. C'est tout. Sur ce, il lui souhaite bonne chance. Quelques jours plus tard, avec ces informations en poche, il fait le lien avec une détenue fraîchement évadée qui a été rattrapée et réintégrée à la prison. Il s'agit d'une certaine Simone Le Boucher, qui habite, je vous le donne en mille, à Belleville. Ça colle, dis donc. Simone, il la connaît déjà, ce commissaire. Il sait qu'elle a déjà participé à plusieurs cambriolages, qu'elle a commis d'ailleurs avec des professionnels. Comme elle est emprisonnée, il ne se dépêche pas d'aller la cuisiner. Non, à la place, il somme son brigadier-chef d'identifier un certain Raymond, qui aurait été, en 1936 en tout cas, l'amant d'une femme qui pourrait être Simone Le Boucher. 3 semaines plus tard, le brigadier-chef se présente dans le bureau du commissaire. Victoire, il a trouvé le fameux Raymond. Simone Le Boucher réside toujours officiellement à Belleville et il a retrouvé un Raymond L qui habite actuellement à quelques centaines de mètres. Et il était bien l'amant de Simone en 1936. Dans le casier de celui-ci, il y a notamment un cambriolage qui remonte au début de l'année 1937. Le gars a été surpris pendant qu'il commettait un vol avec effraction et alors qu'il était poursuivi par des civils, il a tenté de se suicider en se tirant une balle sous le menton. Il s'est loupé, on le transporte à l'hôpital et on perquisitionne chez lui. Là-bas, rien de très intéressant, mais on trouve quand même un tube de Kellen. Et dans l'esprit du commissaire, ça tique et vite. Suzanne Garola, à l'époque, c'est avec du chlorure d'éthyle qu'elle a été anesthésiée. C'est le 2e nom du Kellen. Donc, retrouver ce tube chez lui à peine 3 mois après le meurtre de Suzanne indique que ça pourrait bien être l'un des auteurs du crime du Strasbourg-Vintimille. Il fait finalement cueillir le Raymond, mais sans rien lui dire de l'objet de sa présence. Je vous passe un bon bout de l'interrogatoire qui consiste à le mettre en confiance, et puis après le déjeuner, le commissaire lui rentre dans l'art en lui parlant de ses maîtresses. Finalement, il s'énerve un poil et demande pourquoi on l'a arrêté. Alors le commissaire ne recule plus et lui lance un « Tu oses me demander pourquoi tu es ici ? Tu n'as pas honte ? Regarde-moi bien en face, droit dans les yeux. La femme, tu n'as pas pu l'oublier, la femme. » Alors l'autre lui demande « Quelle femme ?» Et là le commissaire sort le grand jeu, un peu un coup de bluff si vous voulez mon avis, et lui dit « Oh quelle horreur, la femme du train, tiens, tu as son nom gravé sur le front, il est gravé là, il s'effacera jamais. Alors tu vas me dire comment elle s'appelait la femme du train ?» Le flic dessine un long trait avec son index sur le front de Raymond, qui baisse les yeux et s'étrangle en répondant « Madame Garola ». Et là, Raymond dicte une très longue déposition au scribe assis dans le fauteuil d'en face. Alors voilà, je vais vous résumer à peu près comment le crime semble s'être passé. Peu de temps avant le crime, Simone apprend à Marseille qu'elle peut endormir facilement les gens avec du Kellen. Sous son initiative, les 2 amants décident d'opérer leur cambriolage de train dans la nuit du 14 au 15 novembre. Dans le wagon de seconde classe du Strasbourg-Vintimille, ils avisent une femme seule, endormie sur sa couchette. Raymond entre, lui place sous le nez un morceau de coton imbibé de narcotique et fixe ensuite tout ça avec le mouchoir qu'il noue derrière la tête de la voyageuse. Pendant ce temps, Simone attache la victime avec 2 laisses pour chien qu'elle a achetées la veille et elle fouille ensuite le sac à main, 1000 francs qu'elle rafle aussitôt. Quelques minutes plus tard, le train rentre en gare de Toulon.
La femme n'est pas réveillée, Raymond et Simone descendent du train et sautent dans un bus en direction de Marseille. Le lendemain, dans les journaux, ils apprennent la mort de leur victime et comprennent que l'affaire a vraiment mal tourné. Alors, ils se séparent. Elle part en Corse et lui retourne à Paris. C'est après que Raymond commet le cambriolage qui le fera arrêter. Si ce n'est pas un cold case, le dénouement est un peu étrange tout de même. Beaucoup d'anciennes preuves semblent, de mon point de vue, avoir été étonnamment mises de côté en 1948. Simone a été condamnée à 8 ans de prison pour ce crime, mais comme elle est déjà incarcérée pour des faits graves, elle est simplement restée derrière les barreaux, et ce, sûrement jusqu'à sa mort. Raymond, quant à lui, a pris 4 ans et a tenté plusieurs années de se racheter pour cet assassinat, notamment en écrivant à la femme du contrôleur Vérac, en avouant ses fautes et en s'excusant d'avoir sali indirectement son mari en se planquant comme il l'a fait pendant des mois et des années. Et puis, quand la guerre a éclaté en 1939, bien que réformé, il a demandé à combattre pour racheter son honneur. Après la libération, le commissaire qui a finalement résolu l'affaire Garola a revu plusieurs fois le contrôleur Vérac à Paris. Raymond a été relâché quelques semaines avant l'expiration de sa peine et a rejoint les forces françaises de l'intérieur pour se comporter en héros ailleurs, comme il l'a fait en 39-40. C'est la fin de cette saison 12 de Crimes oubliés, consacrée à l'affaire Garola. J'espère que toutes ces pistes vous auront tenu en haleine autant que moi. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle saison. Et n'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, laissez un avis sur Apple Podcast ou des étoiles sur Spotify et rejoignez-moi sur Instagram.